Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui vous fait voir l'actualité autrement. À la une, ce soir, l'ouverture demain du festival, le célèbre festival de bande dessinée d'Angoulême. Et cette année, un phénomène se détache particulièrement, les BD reporters. Ces récits graphiques ou ces bandes dessinées corrosives, militantes, graves ou drôles qui sont de vraies enquêtes journalistiques et qui nous racontent en bulle le réel. D'où la question que nous nous posons ce soir, la réalité passe-t-elle mieux avec des bulles? Pour nous accompagner, quelle brochette, mazette. Un plateau d'invités prestigieux. Guy Delisle, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur des Chroniques de Jérusalem, notamment, et Chroniques de Birmanie. La Réal BD, au fond, les Chroniques de Jérusalem sur fond de conflit israélo-palestinien. À côté de vous, Frédéric Pajac. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes peintre, dessinateur, vous êtes éditeur depuis longtemps. Pour mémoire, L'Imbécile de Paris, en rétorsion à l'idiot international de Jean Edernalier, mais c'était dans une autre vie. Vous mélangez les genres, vous êtes l'auteur du sublime volume L'immense solitude, également Le chagrin d'amour, la mélancolie. Vous êtes un type joyeux, semble-t-il, dans la vie. Et puis à vos côtés, Patrick de Saint-Exupéry. Bonsoir. Vous êtes fondateur de la revue qui est un phénomène, la revue 21, immense succès de librairie, très BD compatible. La voici, en vente en librairie exclusivement, pas de publicité. Chaque livraison, un récit graphique. Cette fois-ci, c'est Hippolyte sur les enfants de Kinshasa. Et c'est formidable. Alors, je vous présente nos chroniqueurs. Tout d'abord, Jocelyn Borda, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Jocelyn, cofondateur de Brain Magazine. Vous nous parlerez de la genèse, en quelque sorte, du BD reportage. À côté de vous, Christophe Galfard, docteur en physique théorique. Vous nous direz si l'univers tient dans un carré. C'est simple. On va savoir ça avec vous. Et puis Diane Lizarelli, vous reviendrez sur les Anonymous. Je ne sais pas ce que c'est, le masque, la plume, on verra ça. Mais alors, à tous les trois, pour commencer cette question, bah oui, très simple, est-ce que la mise à distance du dessin permet de dire plus de choses dans le cadre d'un reportage graphique? Est-ce que la réalité passe mieux avec des bulles? Pour vous, ça semble évident, non? Oui, c'est assez évident, parce que mon langage vient autant de l'image que du dessin. Quand je me prépare le matin à faire ma page, je commence par un petit texte ou deux, et puis après, je sais qu'il me faut une image, parce que je sens que ça va être plus percutant d'avoir une image sans texte ou avec un texte, d'avoir un dialogue qui va être en bulle ou en texte en off. Donc il y a comme ça une multitude d'outils que la bande dessinée apporte, et moi je trouve ça extrêmement efficace. Alors vous, par exemple, vous partez à Jérusalem, accompagnez votre femme qui est dans le cadre d'une mission pour Médecins sans frontières qui travaille entre Jérusalem et Gaza, je crois. C'était il y a quelques années. Vous vous retrouvez père au foyer, sur place, et vous chroniquez votre vie. Donc c'est une sorte de reportage graphique qui croise l'autobiographie, c'est ça? Voilà, mais je ne le fais pas sur place, hein, par contre. C'est-à-dire que là-bas, je me suis vite rendu compte que j'aurais pas trop de temps pour moi. C'est-à-dire que la vie de famille me prenait beaucoup de temps. Alors j'ai passé une année qui était plus ou moins sabbatique, à faire des croquis, à rencontrer des gens et à vivre la vie au quotidien de Jérusalem. Et j'ai voulu en rendre compte après, parce que je prends des notes et en revenant, je relis tout ça et je me dis oui, il y a matière à faire un livre. Donc je suis allé à la rencontre des Samaritains, des orthodoxes, des ultra-orthodoxes et puis de toutes les communautés qu'il y avait là-bas. Donc vous meniez une enquête, une sorte d'enquête en fait, moi je me sens pas journaliste, pas du tout, parce que j'y vais comme ça, parce que je suis là, la curiosité me pousse à faire des rencontres. J'ai fait des stages de bande dessinée avec l'Alliance française qui travaillait en Cisjordanie dans les écoles, donc c'était des rencontres qui étaient passionnantes. Donc après, c'est humainement que j'ai envie de le faire. Il se trouve qu'après, je vais le raconter en bande dessinée si je trouve matière à faire des histoires avec. Donc voilà, c'est une année où j'essaie de rencontrer des gens et ça fait après un livre ou pas. Patrick de Saint-Exupéry, toute édition de 21 comporte un récit graphique. D'abord, pourquoi et comment vous expliquez cette spécificité et le succès, enfin je veux dire depuis 20 ans, du récit graphique, de la BD reportage? De la même manière qu'on peut raconter le réel avec un texte, qu'on peut raconter le réel avec des photos, on peut raconter le réel avec la bande dessinée. Et la bande dessinée a cette particularité d'additionner trois choses: le texte, le dessin et le blanc entre les images. C'est donc une forme totalement différente de récit, mais qui permet d'appréhender le réel. Et à partir du moment où on fixe le cadre, on ne raconte que des choses vraies, avec tout le traitement graphique et toute cette imbrication de ces univers, mais on est, de fait, dans une logique journalistique, sans forcément avoir d'étiquette journaliste ou de carte de presse, mais le récit du réel
c'est du journalisme. Subjectivité, plus d'émotion aussi. Mais le journalisme... Le bon journalisme. Le bon journalisme. Vous êtes pris Albert Londres, hein, je précise, donc vous êtes un bon journaliste. Être objectif, c'est quoi? L'objectivité, c'est assumer sa subjectivité. Assumer sa subjectivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on porte un regard. Et on accepte de dire, voici un regard. Et dès qu'on est dans cette démarche-là, c'est d'évidence une démarche d'auteur. Avec cet impondérable, on ne raconte que le réel et à aucun moment on ne verse dans la fiction. Frédéric Pajac, on reviendra sur ça avec vous après Jocelyn Borda. Je ne suis pas sûr que vous soyez d'accord avec ça, ou en tout cas ça ne correspond pas au travail que vous faites. Je ne suis pas d'accord ou en désaccord, mais effectivement moi j'ai un rapport... Vous faites un travail qui est tout à fait à part. Tout à fait à part, mais j'ai un rapport avec la réalité et avec l'enquête, parce que là vous montrez le livre L'immense solitude. C'est un livre, c'est une enquête pendant 4 ans. Sur 2 personnes. Sur 2 personnages, sur Nietzsche et Pavese, mais c'est une enquête sur une ville aussi, sur Turin. Et donc, et c'est aussi un rapport à la... Comme je fais des dessins que j'espère réalistes, c'est-à-dire j'essaie vraiment de montrer la ville et les personnages aussi. Et donc, c'est un rapport avec la réalité, c'est une façon d'exprimer la réalité. Mais vous vous affranchissez du cadre, pour le coup, alors, ce cadre narratif strict. Il y a un cadre autour de mes dessins, mais il y a du texte sous les dessins, c'est-à-dire comme les premières bandes dessinées, comme Bibi Fricotin, je ne sais plus, toutes ces bandes dessinées... Mais à propos des premières bandes dessinées, après tout, le personnage le plus emblématique de la BD du XXe siècle, c'est Tintin, qui était reporter. Donc c'est amusant que ce personnage de reporter soit devenu et contaminé toute cette BD et donné lieu à ces BD reportages. Il y a les pieds nickelés avant, où il n'y avait pas encore de phylactère. Jocelyn, ben voilà. Où est-ce que ça s'origine et quand, surtout, le BD reportage? On pourrait remonter carrément aux peintures rupestres, qui sont les premières BD sur les mammouths, en gros. Il n'y avait pas de texte. Il n'y avait pas de texte, donc c'était juste des récits graphiques, c'était pas encore des BD reportages. On peut dire que le genre se cristallise il y a une vingtaine d'années, et notamment autour de 2 chefs-d'œuvre, pour aller vite. On peut parler évidemment de Maus, de Spiegelman, qui est un peu, c'est l'ancêtre des lolcats, c'est-à-dire que les chats dans Maus sont vraiment méchants, puisque c'est des chats nazis. Et deuxième œuvre vraiment de référence, vraiment celle qu'on considère comme ayant quasiment inventé le genre, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle, c'est celle de Joe Sacco en 93. Joe Sacco qui a passé 2 ans en Palestine à prendre des notes, à dessiner sur des carnets. Et qui était journaliste. Et oui, et qui en a tiré donc Palestine, qui est un peu le premier ouvrage référence. En France, le phénomène éditorial gagne rapidement également, puisque chez les amateurs de BD, on peut citer le travail d'Emmanuel Guibert sur l'Afghanistan, on peut citer les reportages la plus sociaux d'Étienne Davodo, les chroniques de Monsieur Delisle, bien sûr. Et puis, il y a aussi un deuxième moment où il y aura carrément l'accès à l'audience de masse pour ce genre, puisqu'on peut citer là les succès de Riyad Satouf, La vie des jeunes, voilà, Marjane Satrapi, etc. Et je pense que vous ne me contredirez pas, on peut mettre aussi dans ce mouvement le succès de la revue 21, qui, je crois, consacre une trentaine de pages à chaque fois à ce genre. Alors, les spécificités du récit, alors oui, au niveau de la narration, le BD reporter ne se met pas en position de surplomb par rapport à son objet, c'est exactement l'inverse, il est dans son objet. Oui. Tous les deux d'accord, là. Je préciserai juste quelque chose en fondement du principe du BD reportage, c'est la tapisserie de Bayeux. Ah oui. C'est absolument incroyable. On a véritablement sur cette tapisserie le récit en image de quelque chose. Et pour moi, c'est un des premiers référents sur l'idée de la BD reportage, du reportage dessiné, c'est la tapisserie de Bayeux. Et pour les Asiatiques, ce serait le Ramayana, le Mahabharata, d'une certaine manière. Oui, pardon, vous a coupé Jocelyn. Non, mais pour la tapisserie de Bayeux, on peut bien me couper. Oui. Et donc, le BD reporter ne sépare jamais son opinion sur les faits de la relation prétendument objective des faits. Donc, en gros, il dessine une représentation du monde qui est en même temps son analyse du monde. Et du coup, sa position est très intéressante. C'est pas la position du journaliste, puisqu'il vit dans son objet. Je reprends Joe Sacco, qui vit parmi les Palestiniens et qui dit lui-même, à un moment donné, il se confronte à une réalité qu'il connaît mal, qu'il apprend à connaître petit à petit, et son avis change. Et il dessine et il raconte en quoi sa propre perception de la réalité est modifiée. Il raconte comme il finit par prendre parti d'une certaine manière, distribuer de la nourriture aux Palestiniens, etc. Et donc, au final, le statut de la vérité qui est dite
est à la fois très particulier et très intéressant. Et c'est quelque chose que je crois que vous dites souvent, que le BD reportage, c'est une BD qui raconte une histoire vraie. Mais quand on a dit ça, il faut tout de suite préciser que cette vérité, c'est une vérité, comme on l'a déjà dit ici, en grande partie subjective. Et pour terminer, je voudrais juste encore une fois citer donc, ce monsieur Sacco qui disait en 2003, « Un journaliste va écrire dans un article « Les rues de Gaza sont très boueuses », mais combien de fois peut-il l'écrire ? Alors que moi, je peux les montrer en permanence à l'arrière-plan et elles collent à l'esprit du lecteur comme elles ont collé à mes chaussures. Donc on voit un positionnement tout à fait médian, à la fois dans et hors du sujet, à la fois dans le journalisme et un petit peu hors du journalisme. D'accord, c'est ce que vous pratiquez. Oui, enfin ça dépend de la manière, là aussi, dont on pose le journalisme, pas parce qu'un bon journaliste rentre toujours à un moment dans l'histoire pour en sortir, afin de la restituer. Simplement, les outils ne sont pas les mêmes. Le journaliste va travailler ou bien avec des mots, ou bien avec des photos, ou bien avec des images animées, audiovisuelles, tandis que le dessinateur, lui, et ça pour moi c'est un des fondamentaux, va travailler sur la base de son dessin avec des choix d'auteur dans les détails qu'il va retenir dans un certain nombre de choses, même après dans les textes, dans les dialogues, la manière dont les dialogues vont être posés, et aussi dans ce fondement de la bande dessinée qui est le blanc entre les cases. De la même manière que dans un texte, on écrit beaucoup dans les virgules. La réalité croquée avec justesse ou férocité, vous évoquez les années 90 comme vraiment le moment où ça s'origine, le BD reportage. On peut remonter avant, mais bien loin avant, et c'est ce que va montrer le Journal du Temps de Bruno Godenzi. Face à l'apparition récente de la BD reportage ou de la BD chronique en tant que véritable genre, l'image dessinée semble prendre sa revanche sur la photo. Ça, c'est très nouveau. Alors ça, c'est un vaste débat. Mais peut-on conclure pour autant que ces formes d'expression surgissent, flambantes et neuves, dans un monde éditorial où rien de semblable n'avait jamais existé ? Pas exactement. Paris, 1830. Honoré Daumier rejoint l'équipe du journal La Caricature qui, comme son nom l'indique, croque les mœurs de l'époque par le biais du dessin. Un dessin satirique, vivant et virulent. Louis-Philippe vient d'instaurer une monarchie parlementaire, l'opposition peut critiquer le roi et Daumier s'en donne à cœur joie. La répression est parfois sévère et dure. Aussi, certains journaux d'opposition manifestent cette opposition avec une immense virulence. Inutile de dire que dans ces conditions, la cible préférée de Daumier est Louis-Philippe en personne. Un roi qui dit aimer la caricature, mais qui n'apprécie pas du tout de se voir en Gargantua. Résultat, Daumier est condamné à 6 mois de prison. À sa sortie, il fonde le Charivari, la revue d'opposition, et ses traits mordants repartent à l'attaque. Oui, mais, en 1835, une loi interdit tout simplement la satire politique. Daumier n'en est pas moins féroce, au contraire, et croque dès lors les ridicules de la bourgeoisie. Comme Daumier est un homme assez exceptionnel, il va jusqu'à transcender le domaine de la caricature. Vous pensez dessin ? Lui, il invente la caricature en sculpture. Une série de portraits de politiciens, appelés 36 célébrités du juste milieu, qu'il annonce à grand renfort dans le Charivari et expose dans la rédaction. Comment il faisait pour faire des choses ? On dirait qu'ils sont vivants. Son but, se moquer bien sûr, et servir carrément de modèle aux autres caricaturistes du journal. Oui, Daumier. Autre chose. Vous êtes... Vous admirez en tant qu'esthète son travail ? Ouais, mais moi je l'associe plus au dessin de presse, forcément. Parce que bon, dans le langage bande dessinée, il y a quand même une continuité d'une image à une autre. Je ne sais pas s'il a fait là-dedans. Et vous, Frédéric Pajac ? Daumier ? Oui. C'est un des meilleurs dessinateurs, mais c'est effectivement pas de la bande dessinée. Pas de rapport. Non, mais vous n'aimez pas la bande dessinée, Frédéric Pajac. Vous dites souvent, j'aime pas la bande dessinée. Non, pas du tout. J'ai lu beaucoup de bandes dessinées. Oui, vous citiez Ziguépus tout à l'heure. Jusqu'à la fin de mon adolescence. Ouais. Voilà. Et après, j'ai passé à des lectures plus austère. Oui, Pavès, Nietzsche, etc. Par exemple. Mais vous pouvez écrire sans dessiner et vous pouvez dessiner sans écrire, parce qu'il y a ce rapport ça s'interpénètre, l'écriture est en miroir avec le dessin toujours dans vos ouvrages. Comment vous fonctionnez ? Vous pouvez fonctionner sur l'écriture seule ou sur le dessin seul ou pas ? Oui, bien sûr. Oui. Mais effectivement, d'avoir la possibilité non pas de mélanger les deux, mais de les faire coexister ou s'affronter. C'est un peu ce que je cherche à faire. Mais il y a quand même un autre élément, c'est quand je fais des livres écrits et dessinés, il y a surtout de la lecture. C'est-à-dire qu'il faut
il faut lire, il me faut lire en tout cas il faut lire tout Pavès, tout Nietzsche avant de pouvoir en parler. Donc la lecture est très présente dans les livres. C'est pour ça que ça n'a pas grand-chose à voir avec la bande dessinée où je pense pas qu'on parle de je sais pas moi, d'un auteur en particulier. Ouais. Christophe Galfard, l'univers est votre terrain de jeu, votre champ d'exploration, votre infini. Expliquez-nous si l'univers de la BD rentre dans un carré et l'univers tout court rentre dans un carré. On parlait de représenter la réalité tout à l'heure, mais s'il y a quelque chose qui contient la réalité dans laquelle on est nous aussi, c'est bien l'univers. Et un peu comme sur un dessin, ce qu'on peut parfois bien aimer, c'est d'essayer d'y trouver quelque chose que soit l'auteur même n'aurait pas vu, soit d'aller trouver quelque chose qui permet de penser l'impensable. En mathématiques, on a un exemple de ce genre de choses, l'infini. C'est très très difficile de se représenter l'infini, mais on a créé un mot, infini, et un symbole, voilà, qui nous permet d'en parler sans avoir immédiatement mal au crâne. Et ben, c'est un peu pareil pour l'univers en entier. Je ne sais pas si un d'entre vous arrive à se représenter l'univers en entier dans sa tête. En tout cas, si oui, j'aimerais bien qu'on discute un peu après, parce que je pourrais apprendre plein de choses. Et qu'on l'interne. En général, on n'y arrive pas. Et pourquoi ? Simplement parce que c'est beaucoup trop compliqué. Du coup, les scientifiques utilisent des modèles simplifiés. Et ces modèles, on les a depuis pas très longtemps, depuis 1915. Depuis qu'Einstein nous a donné une série d'équations dont les solutions sont les univers possibles dans lesquels donc nous sommes. Mais il a fallu attendre les années 60 pour qu'un mathématicien anglais nous trouve un moyen de visualiser ces univers-là. Cet homme s'appelle Roger Penrose et les diagrammes qu'il a créés s'appellent les diagrammes de Penrose. Alors voici le plus simple d'entre eux. C'est assez décevant, hein, c'est un carré. On pourrait s'imaginer que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça correspond à un univers infini, tout plat, dans lequel il n'y a rien. On dirait que c'est juste un carré comme ça, mais en fait, le petit coin du bas correspond à l'infini dans le passé. Le petit coin du haut, c'est l'infini dans le futur. Et les coins sur les côtés sont les infinis si on allait plus vite que la vitesse de la lumière. Voilà, c'est un schéma de base, c'est un univers complet qu'on peut utiliser pour parler un petit peu d'autres univers parce que le temps va s'écouler donc du bas vers le haut. Maintenant, on peut rajouter quelque chose à l'intérieur de cet univers. On ne va pas garder un univers qui est complètement vide. Eh bien, mettons-y un trou noir. Alors, si on met un trou noir, on rajoute ceci. On a un trou noir, c'est le triangle noir qui apparaît en haut. Si on passe entre le carré rose et le triangle noir, on rentre à l'intérieur du trou noir et là, on est complètement fichu. On va heurter la ligne brisée qui est en haut et qui s'appelle une singularité, qui est l'intérieur du trou noir. Maintenant, on peut regarder ce genre de représentation de l'univers et on se dit quand même, c'est pas très symétrique. On a un petit peu l'impression qu'il en manque un bout. Et bien, on va compléter le schéma, rien que comme ça, par intuition, et ça nous donne un schéma beaucoup plus complet comme ça. On voit qu'il y a un deuxième carré qui est apparu. Nous, on est à droite, c'est notre univers. Et bien, ce deuxième carré, c'est un autre univers qui ressemble exactement au nôtre, mais qui est quand même ailleurs. C'est un autre univers. Et en bas, en triangle blanc, nous avons l'inverse d'un trou noir. C'est ce qu'on appelle un trou blanc. Un trou noir, tout y rentre, rien n'en sort. Un trou blanc, tout y sort, rien n'y rentre. Vous venez de voir un autre univers qui a été créé. C'est à partir de ce genre de diagramme que les scientifiques ont commencé à se dire que si ça se trouve, les trous noirs étaient un passage vers un autre univers. Ces schémas-là, il y en a pour absolument tous les univers qu'on pourrait imaginer. Et non, mais vous les avez séchés tous les trois là, ça je peux vous dire. Pas eu de questions encore, ça viendra peut-être après. On peut avoir aussi, grâce à ces schémas-là, des diagrammes de Penrose qui sont beaucoup plus compliqués que celui qu'on vient là. Il y en a qui sont complètement fous. Alors je vais vous en montrer un par exemple, qui va apparaître maintenant. Voilà, c'est des enchaînements d'univers dans tous les sens, avec des trous noirs, des trous blancs qui sont un petit peu partout et qui s'enchaînent eux aussi à l'infini. Alors, je ne sais pas si on peut considérer que c'est une BD, mais toutes les histoires sont incluses à l'intérieur de ces schémas. Toutes les histoires qu'on peut imaginer, qu'on peut croire, sont dedans. Nous sommes à l'intérieur, nous aussi. Et vous pouvez même rentrer ce soir chez vous et dire que vous avez vu un univers en entier aujourd'hui. Mais si on ne vous croit pas, n'insistez pas trop, sinon vous risquez de vous retrouver à l'asile. Ce garçon a une case en trop. C'est pas en moins, c'est en trop. Vous n'avez rien compris? Non. Non, bien sûr, tout est normal, donc... Mais c'est des jolies couleurs, quand même. Juste, oui, ce sont des
très jolies couleurs, Christophe Galfard. Allez vous allonger. Avant de reparler du BD reportage et peut-être pourquoi depuis 20 ans il y a cette émergence, juste un reportage sur Christophe Blain et ce BD reportage qui a beaucoup fait parler là depuis quelques mois, Quai d'Orsay, avec ce Villepin qui parle comme chez Saint-Simon, Michel Audiard avec la mèche, le truc, enfin absolument génial, monté sur ressort. Alors il y a une gorge profonde. Peut-être que vous savez qui est l'informateur de Christophe Blain. Quand bien même je le saurais. Vous ne le diriez pas. Je ne le dirai pas. Bon, eh bien en tout cas, Angoulême va peut-être le fêter, on ne sait pas, vous le saurez puisque vous partez tous les deux à Angoulême. Eva Bester et Nathalie Gros, nos deux bébés reporters, ont été voir Christophe Blain. Regardez. Soleil radieux, temps idéal pour aller rencontrer le dessinateur Christophe Blain. Et ce qui est formidable, c'est qu'il se prête complètement au jeu. Il dessine notre rencontre, même quand je frappe à la porte. Je voulais savoir, avec la bande dessinée, est-ce qu'on peut passer plus de choses qu'avec justement la réalité crue d'une vidéo ou d'une photo ? En fait, je me suis rendu compte, parce que moi je faisais beaucoup de portraits de gens, en les observant, ça. Je me suis aperçu que souvent j'étais plus juste en étant moins réaliste. Et souvent j'oublie, je regarde les photos et le moment où je vais commencer à bien dessiner quelqu'un que je veux représenter et que je veux qu'on reconnaisse, c'est quand je vais me débarrasser des photos et que je vais beaucoup plus faire appel à mes souvenirs, de ses gestes, de sa façon d'être. Alors j'ai une autre question et comme ça me gêne un peu de vous la poser en face, je vais vous faire un dessin. Je regarde pas. Ça va pas durer longtemps. Bon. Je peux regarder ? Oui, vous pouvez. Alors, cet hibou, ne copiez pas ce dessin, je sais que j'ai beaucoup de noms. Mais il est vraiment pas mal. Ce hibou vous demande comment peut-on vous faire confiance ? Parce que le scénariste garde l'anonymat, cet Adèle Lanzac mystérieux, on ne sait pas qui c'est, est-ce que ce serait pas vous ? Je suis démasqué. Non, Adèle Lanzac existe vraiment. Est-ce qu'après la publication des chroniques du Quai d'Orsay, vous avez eu des réactions d'hommes politiques ou d'anciens ministres ? Le bouquin ayant eu du succès, ceux qui étaient vexés, c'est ceux qui n'avaient pas l'impression qui ne se reconnaissaient pas dedans. C'est que tout le monde voulait être dedans. Ils préféraient être dedans et qu'on dise des saloperies plutôt que pas y être. Et il y a même des gens qui s'y reconnaissaient alors qu'ils n'y étaient pas. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment faire partie du truc. Ah oui, ça c'est moi, ça c'est de moi, vous parlez, alors que pas du tout. Il y a un côté où la fiction, des fois, précède la réalité. On décrit une réalité qui a existé, on en crée une fiction romanesque, en substance qui dit la vérité, parce que c'est fait d'intuition, et on s'aperçoit que la réalité le confirme encore plus loin que ce qu'on imaginait. Christophe Blain, auteur de 2 volumes Quai d'Orsay. Pas Jacques, pas de politique dans votre univers, plus de la mélancolie, des errances littéraires ou urbaines ou géographiques ou dans le passé. Pas de politique ? Non, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de place pour ça. Alors, si. Le 1er mars, je vais sortir un hebdomadaire dans les kiosques qui va s'appeler 9 semaines avant l'élection, 8 semaines avant l'élection, 7 semaines, 6 semaines, etc. Et qui ne va pas parler des candidats ni des partis politiques. Et qui va parler de... Et que vous pourrez trouver dans tous les kiosques. Qui va parler de tout le reste. Le 1er mars. Vous, pas de politique ? Si. Forcément un façon peu, détournée. Parce qu'en allant à Jérusalem, si j'avais pas montré un peu le décor dans lequel j'évoluais, parce que tout est politique, tout est religieux, ne serait-ce que d'aller mettre les enfants à la crèche. Un copain qui était, sa femme travaillait au CICR, voulait mettre ses enfants dans une très jolie crèche, mais il se trouvait que c'était dans une colonie. Et j'ai dit, tu sais, si ta femme est au CICR et tu mets tes enfants à la crèche, tu risques d'avoir quelques remontances. Et il s'est informé, et il s'est vite rendu compte qu'il fallait pas, et il était assez étonné de voir que même pour une crèche, tout devenait très politique. Alors forcément, ça transparaît dans le livre. Là. Oui. Et vous, Saint-Exupéry, j'adore vous appeler comme ça, pardon, des récits graphiques, celui-ci concerne les enfants de Kinshasa, mais il y en a de temps en temps, il y en aura.
Politique au sens de la petite phrase, non, jamais. Ah non, pas au ça sens nous de la petite intéresse phrase, absolument non, pas. non. Mais dès que vous racontez le monde, la marche du monde, vous êtes dans la politique, mais au beau sens du terme. La politique, c'est l'ordre du monde, enfin, ou les désordres du monde. Et donc, oui, bien sûr, dans ce sens-là. Diane, merci. Diane, parlez-nous d'un phénomène très particulier lorsque le réel s'empare de la bande dessinée. Ouais, alors depuis la fermeture de Mega Upload, non, je sais pas ce que c'est. C'est un site où vous pouvez télécharger films, musique, BD aussi d'ailleurs, manga surtout, gratuitement, complètement illégalement, qui a été fermé par le FBI jeudi dernier. Donc, depuis cette fermeture, on reparle beaucoup des Anonymous. Les Anonymous, c'est un groupe indéfini d'activistes plus ou moins politiques ou plus ou moins potaches selon les occasions, et qui se distingue par le port de ce masque devenu symbole de résistance. Pour les connaisseurs, la référence est évidente, mais on peut peut-être, pour les autres, expliquer en quelques mots que ce masque vient de la BD culte des années 80 d'Alan Moore et David Lloyd. V pour Vendetta. L'histoire, dans une société anglaise post-apocalyptique, un parti fasciste prend le pouvoir. Face à lui, un anarchiste, V, qui porte ce masque représentant Guy Fawkes, catholique anglais du XVIe siècle, célèbre faire sauter Westminster, non? Exactement, membre de la conspiration des poudres, qui voulait faire sauter Westminster pour se débarrasser de l'élite dirigeante du Royaume-Uni. Alors, après V, après Anonymous, eh bien, cette année, ce sont les indignés qui se sont appropriés ce masque comme symbole de lutte et de protestation face au pouvoir politique et financier. Et Alan Moore, alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense? Eh bien, dans une interview au Guardian, lui qui se proclame anarchiste et magicien, s'est dit fier que sa création soit devenue un symbole de résistance. Il explique avoir jadis secrètement rêvé que ses idées aient effectivement un impact dans le monde réel. Et 30 ans après V pour Vendetta, il est même allé rencontrer ces jeunes gens sur un campement d'Occupy en Grande-Bretagne. On regarde. C'est surprenant quand un de vos personnages que vous avez inventé s'échappe pour rentrer dans la réalité. Je veux dire, pourquoi le masque? Est-ce juste utile ou pas? Pour nous, le personnage est crédible parce qu'il se bat contre un système corrompu exactement comme nous. Il est beau, hein? Oui, si on veut. Alors, il s'est publiquement posé en soutien du mouvement Occupy et la réappropriation politique du masque, loin de la récupération hollywoodienne, parce qu'il y a eu un film en 2005. Oui, il n'avait pas aimé le film. Il n'a pas vu, il ne veut pas le voir. Il n'a pas cautionné. Donc, toute cette réappropriation politique semble l'enchanter. Petit bémol toutefois, les ventes de masques se sont multipliées ces derniers temps. Plus de 100 000 exemplaires ont été vendus en 2011. Mais tous les bénéfices reviennent à Warner, qui détient les droits du film. Donc, sans le vouloir, le grand capital. Anonymous et indignés remplissent les poches d'une multinationale qu'ils combattent par ailleurs. Eh ben voilà, terrible paradoxe. Merci Diane. Tous les trois, Patrick de Saint-Exupéry, Guy Delisle et Frédéric Pajac, le président de cette édition d'Angoulême où vous partez vous maintenant et vous demain, c'est Art Spiegelman. Ça représente quelque chose à la fois d'ultime, d'indépassable dans le domaine du témoignage, du roman graphique. Enfin, est-ce qu'on peut encore parler de récit graphique à propos de Maus? Pour tous les gens de ma génération qui font de la bande dessinée, je pense à ceux qui viennent de l'association et de ces petites maisons d'édition, c'était une étape extrêmement importante et puis c'est un monument de la bande dessinée. Pour nous, en fait, il a vraiment répondu à une question où on se disait tous, il me semble qu'on peut faire beaucoup plus avec la bande dessinée que ce qu'on nous proposait à cette époque-là. Et il arrive avec Mars et il répondait à cette question, oui, on peut faire beaucoup plus. Il ouvre le champ. Complètement. Frédéric Pajac, vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr. Patrick? Ah oui, non, sans discussion, Absolument. enfin, sans discussion. Ouais. Merci à tous. Ce soir sur Arte, on reste dans l'univers de la BD, du récit graphique avec Persépolis de Marjane Satrapi, prix du jury au Festival de Cannes en 2007. On se retrouve demain soir à la même heure. Au revoir, tchuss, bis morgen.